Alors, c'est une série de conférences dont vous avez eu le programme qui s'étale donc sur toute la session. Une conférence à peu près aux 15 jours qui va durer 1h30 avec une période d'une demi-heure de questions pour faciliter aussi les échanges. Quoi dire sur ce programme? C'est peut-être parce que certains s'interrogeront pourquoi le GREM s'intéresse au monde arabe, mais j'imagine que vous lisez un peu l'actualité et que vous vous êtes rendu compte qu'au Liban actuellement, depuis à peu près un mois, il y a un mouvement, je dirais, sociopolitique qui s'est organisé autour d'une revendication environnementale. Ce groupe s'appelle en fait Vous puez, carrément, parce que les poubelles n'ont pas été ramassées depuis à peu près 2 mois à Beyrouth et dans la région de Beyrouth. Et la colère des citoyens s'est cristallisée autour de la question des ordures qui n'étaient pas ramassées. Et finalement, si je peux me permettre la métaphore, cela a contaminé l'ensemble de la vie politique libanaise, au point que ce mouvement a été un mouvement qui s'est transformé de revendication simplement d'un État qui fonctionne et qui ramasse les poubelles, les ordures, à des revendications politiques qui, renvoient à la classe politique, en faisant une analogie entre les ordures et la classe politique, en disant vous puez aussi parce que vous fraudez, parce que rien ne marche dans ce pays. Et ce qui est intéressant de cet événement, c'est qu'il y a eu plusieurs manifestations et ce sont des milliers de gens qui sont descendus dans la rue pour exprimer, si je puis dire, leur colère et leur ras-le-bol d'un État qui n'est pas un État. Et le phénomène intéressant, c'est que c'est les gens qui sont descendus dans la rue, c'est toutes confessions confondues. Donc ici, il n'y a pas eu de clivage, si vous voulez, confessionnel, et ce mouvement attire l'attention parce qu'il part d'une revendication environnementale. Donc, pour certains, ça peut être est-ce que la question de l'écologie politique peut se poser aussi dans des pays non occidentaux? Eh bien, je crois qu'on pourra suivre avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce groupe qui revendique une action politique et qui, confronte la classe politique à son incurie et surtout à sa corruption. Donc, voilà pourquoi le GREM s'intéresse aux questions environnementales, incidemment du monde arabe. Toute cette série de conférences se veut comme un déroulement. Il y a déjà eu une conférence que Souel a donnée l'année dernière dans le cadre du GREM, et il y a eu des demandes par la suite pour aller en profondeur, pour aller plus en profondeur que ce qui avait été expliqué lors de la conférence au printemps dernier. Et donc, nous avons mis en place toute cette série de conférences. Et Souel va expliquer un peu la thématique générale, puis ça va lui permettre de faire une introduction sur la problématique du printemps arabe dans un rapport toujours temporel, c'est-à-dire à la fois pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé, et en espérant que ça va nous faire comprendre aussi le futur. Donc, je cède la parole à Souel maintenant. Merci, tu peux y aller. Et merci de votre présence. Et je reprends cette série de conférences, c'est suite à la conférence test que j'ai essayé il y a quelques mois déjà. On a parlé dans le cadre du GREM, du printemps arabe, et il s'est avéré qu'il y a une avidité de savoir sur ce qui se passe dans cette partie du monde, et en même temps, on est très mal renseigné. C'est ce qui s'est avéré dans les quelques questions qui se sont posées lorsque j'ai donné la conférence, et
les quelques faits qui sont élémentaires à connaître dans le monde arabe, apparemment, on est très mal renseigné ici. Il y a des raisons pour ça, parce que d'une part, le Québec est loin de cette région du monde. Le Canada, en général, n'a pas une tradition d'empire. Ce n'est pas l'Empire français ou l'Empire britannique qui, eux, ont façonné cette partie du monde. Donc, ils s'y connaissent en main de maître. L'Irak, par exemple, à l'origine, c'était une création britannique. La Syrie, c'était une création française. Enfin, son entité juridique depuis 1920, etc. Et donc, si on est en Europe, on se rend compte, vu les médias aussi qui sont plus développés que la presse et le devoir ici, donc on est plus à jour de ce genre de conflit et plus concerné, plus proche, je dirais. Alors qu'ici, malheureusement, il n'y a pas ça. Il n'y a pas une intelligentsia aussi arabe ici, comme c'est concentré à Paris, par exemple. La seule voix qu'on entendait de temps en temps à Radio-Canada, c'était celle de Sami Aoun, la vedette de Radio-Canada. Et donc, on est très mal renseigné. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris ce thème de série de conférences avec une approche, je ne dirais pas pédagogique, parce qu'il ne faut pas infantiliser le public non plus, c'est pas ça l'affaire. Mais il y a des choses élémentaires dont il faut tenir compte pour qu'on puisse passer à une analyse quelconque, parce que si je fais une analyse de la situation au monde arabe, et c'est vaste, si on ne maîtrise pas la matière historique de tel ou tel pays, on est à côté de ses chaussures, quoi. On ne sait pas de quoi on parle. Voilà, ça c'était pour expliquer quels sont les motifs qui ont poussé le GREM à reprendre cette série de conférences dans une approche plutôt pédagogique. Comme vous l'avez bien reçu, le programme, je crois, par Internet, via Héloïse, qui s'est portée volontaire pour distribuer ça à tout le monde, faire la promotion de la chose. Je passe juste en revue le programme tel qu'il est conçu pour savoir comment on va naviguer à travers ce monde arabe tous les 15 jours. Parce que j'ai divisé ça en chapitres et chronologiquement. Évidemment, on ne peut pas tout aborder. Évidemment, c'est un point de vue à discuter parce qu'on n'est pas dans les conférences de physique ou de maths, 1 plus 1 font 2. Donc la marge de l'opinion est permise, mais c'est à discuter. La première séance, qui est celle d'aujourd'hui, ça va être une introduction générale au monde arabe après la Seconde Guerre mondiale. Je signale que ce n'est pas a priori une approche historiographique de dire que telle année il y a eu telle affaire. Non, on va reprendre les grandes lignes pour faire une analyse politique de la situation actuelle. C'est ça l'idée derrière le fait qu'on doit avoir recours à un minimum d'histoire. Parce que si on veut parler des régimes arabes actuels qui sont touchés par le printemps arabe, il faut savoir d'où est-ce qu'ils sortent, ces régimes. Quelle est leur nature? Est-ce que c'est laïque? Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est confessionnel? Aujourd'hui, par exemple, j'étais avec un collègue en train de manger et il m'a dit, ça m'a étonné d'ailleurs, il m'a dit, on a bien fait en Occident de ne pas taper sur Bachar al-Assad. Finalement, il est bien par rapport aux autres. Ça reflète un peu ce qu'on écrit actuellement dans le monde, parce que si vous suivez un peu les médias français, on n'est pas loin de cette approche actuellement. Je lui dis, mais pourquoi
il est bien pour toi. Il a dit, mais à comparer par rapport à l'État islamique, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a un lien entre l'État islamique et ce régime? Est-ce que tu crois que le régime, il a fait sa première communion et il n'a rien à foutre avec l'État islamique? D'où est-ce qu'il sort l'État islamique? Il était étonné, il m'a dit, c'est sa production. Je lui ai dit, mais explique-moi comment que ce régime qui tape sur toute fourmi qui marche en Syrie, il a détruit avec son aviation depuis 2 ans toutes les villes. Comment ça se fait, si tu regardes la carte, l'État islamique s'est déplacé du côté de Alep pour aller occuper Palmyre. Il y a 300 km de désert. Il n'y a pas un arbre où ils peuvent se cacher. Il les voyait, son aviation, non? Pourquoi il n'a pas tapé dessus avec des barils qu'il emploie tous les jours? Il les a laissés venir à Palmyre et tout de suite, son directeur de l'archéologique de Palmyre a lancé un SOS à la communauté internationale pour sauver Palmyre, qui est patrimoine mondial, contre la barbarie qui s'amène. Il y a quelque chose de louche. Et à l'époque, avant que Le Monde ne fasse ce virement, il y a eu un éditorial dans Le Monde à l'époque. Il posait la question à Bachar al-Assad. Comment ça se fait que pendant 300 km qu'ils ont traversé pour venir à Palmyre, tu ne les as pas vus? Donc il y a des questions qui sont à aborder. Donc on ne peut pas, si vous voulez, faire une analyse de n'importe quelle situation actuelle sans avoir présent à l'esprit et l'historique de ces régimes, leur genèse, et la nature, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est des démocraties? Est-ce que c'est des États modernes tels qu'ils se présentent? Est-ce que c'est des régimes totalitaires? On parle de régimes totalitaires, sans préciser, etc. C'est ce genre de questions qu'il faut avoir. Alors, il est intéressant de constater que les mouvements de contestation radicale du printemps arabe touchent surtout les régimes qui sont supposés être modernes, entre guillemets, j'ai mis ça, et laïques. Tunisie, de Ben Ali, c'était moderne, non? L'Égypte, de Moubarak. La Libye, de Kadhafi, parce qu'il a renversé la royauté, la méchante royauté. Le Yémen, eux aussi, Ali Ben Saleh, qui a renversé l'imam Yahya, qui date du Moyen-Âge. Donc c'est moderne, ou c'était supposé être moderne. La Syrie, avec le parti Baas, aussi. Sinon, plus moderne que les régimes arabes monarchiques, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, la Jordanie, le Maroc, etc. Régime que je qualifierais de modèle nassérien qui est justement en train d'éclater. On va revenir là-dessus. Pourquoi c'est un modèle nassérien? Parmi ces régimes secoués par le printemps arabe figurent 2 États pôles limitrophes d'Israël, l'Égypte et la Syrie, et dont le changement de la structure du pouvoir risque de changer toutes les règles du jeu régional sur l'échiquier du Proche-Orient. Pourquoi mettre en relief ces 2 régimes dans la répartition géopolitique du Proche-Orient? Cette question nous renvoie à un bref détour par l'histoire arabe contemporaine qui commence en Palestine par la proclamation de l'État d'Israël le 15 mai 1948. Si Hannah Arendt et Adorno, et avec eux l'intelligentsia juive non sioniste, considéraient qu'on ne peut plus, après Auschwitz, lire notre modernité à travers le même prisme qu'avant, la mémoire palestinienne et arabe contemporaine n'a plus le même rapport à l'Occident moderne après la proclamation de l'État d'Israël sur une terre sans peuple, entre guillemets, qu'on a donnée à un peuple sans terre, selon la formule d'Arthur Koestler, pour lui faire oublier Auschwitz. C'est d'ailleurs
significatif que les Arabes dénomment cette injustice qu'ils avaient eu à subir en 1948 la Nakba, catastrophe. Cet acte de faire payer à un peuple la charge d'une culpabilité dont il n'est pas le sujet a non seulement marqué la mémoire arabe, mais il a reconfiguré la géopolitique des pays arabes en fonction de leur proximité ou leur éloignement du conflit déclenché entre la Palestine et Israël. La centralité de cette cause est devenue la condition sine qua non de toute action politique arabe qui se veut unitaire, briguant un leadership politique quelconque sur le monde arabe. C'est devenu aussi le déclencheur d'une série de coups d'État qui ont fait basculer les régimes arabes et retracer une nouvelle carte politique du Proche-Orient. À titre d'exemple, la confrontation militaire classique entre les pays arabes et Israël s'est déroulée au pays du Mashrek, à travers plusieurs guerres. Guerre de Palestine en 1948, guerre de Suez en 1956, guerre des 6 jours en 1967, guerre d'usure entre 1968 et 1970, guerre de Kippour en 1973, sans parler des 3 invasions du Liban en 1978, 1982 et 2006. L'opinion publique arabe voit mal un pays comme la Libye ou la Tunisie prétendre à un leadership unitaire sans avoir participé à aucune de ces guerres. Vous suivez? Alors ça, c'est ce que je vais développer aujourd'hui. Pour la suite du programme, je suppose que vous l'avez eu, donc ce n'est pas la peine de répéter de quoi je vais parler. En gros, la prochaine fois, je vais parler de géopolitique des régimes arabes, c'est-à-dire selon une simple théorie que j'ai inventée, mais qui divise le monde arabe en, je l'ai déjà dit ici, sans le développer, des pays, des États pôles et des États clients. C'est vrai qu'il y a 22 pays arabes, membres de la Ligue arabe, mais ils n'ont pas, du point de vue géopolitique, la même importance. Si je suis à la place de Obama ou de Poutine, je ne commencerai pas ma politique arabe, par exemple, dans un émirat du Golfe qui s'appelle Ras Al Khaimah, qui compte 50 000 personnes. Je vais au cinéma avec ça, alors que l'Égypte, c'est 85 millions. Donc il y a une géopolitique dans ces régimes entre des États qui ont eu une influence à travers l'histoire moderne du monde arabe et des États qui ont été pris en sandwich par ces États pôles ou par les visées de ces États pôles. C'est ça, c'est ce que je vais développer. Ah. Pour ce qui est de l'introduction générale au monde arabe aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en 1948, c'était un tournant dans l'histoire du monde arabe, c'est-à-dire on parle avant 48 et après 48. C'est déterminant parce que, comme vous le constatez, ça a déclenché une série de coups d'État par rapport à la défaite arabe. Tous les armées arabes qui ont participé à la guerre de Palestine en 1948, contre même pas une armée israélienne, il n'y avait pas encore. C'est contre les milices, l'Irgun et la Haganah à l'époque. Des milices juives, sionistes, et qui ont commis des massacres par rapport à la population arabe et qui ont vaincu les armées arabes réunies. Alors, les chefs des armées arabes s'accusaient comme quoi les fusils qu'ils avaient, ça tirait en arrière, ou je ne sais pas quoi, c'est de la foutaise. Là. Et donc, c'était la catastrophe. On a eu droit, par exemple, au Liban, suite à 1948, pour vous donner l'état des lieux suite à cette catastrophe,
On a au Liban, sur une population à l'époque qui comptait 1,5 million, maintenant c'est 4 millions, on a reçu 500 000 réfugiés palestiniens qui sont venus provisoirement pour une semaine pour retourner chez eux le lendemain. Et ça dure depuis 48 ans. Ils sont installés. Pareil pour les réfugiés syriens actuellement. Sur une population de 4 millions de Libanais, il y a 2000 réfugiés syriens. Alors, la même chose qui se pose. 2 millions. Pardon? Je dis 2000, 2 millions. Ah, j'ai dit 2000? Oui. Ah, excusez-moi. 2 millions, oui. Oui, c'est ça. Et donc, 48, c'était crucial parce que c'était déclencheur d'un grand changement de la nature des régimes. Et la formule, c'était, qui a suivi la catastrophe de 48, les coups d'État militaires, c'est-à-dire l'armée qui s'empare du pouvoir, quelques officiers qui décident de renverser le roi et qui prennent le pouvoir et qui font un régime, souvent avec un régime militaire, avec un parti unique. Ça a commencé en Syrie. Il y a eu, depuis 1949, juste après la catastrophe de 1948, une série de coups d'État en Syrie. Le coup d'État de Chichakli, le coup d'État, etc. Un officier qui renverse un autre, à tour de rôle. Ce qui était significatif à l'époque, c'est, si on reprend la littérature concernant la Syrie, surtout celui qui a travaillé sur cette période, c'est un certain Patrick Seal, il est décédé maintenant, Struggle for Power in Syria, il a écrit à l'époque. On voit très bien qu'à cette époque-là, les officiers, parce que nous, dans le monde arabe, on ne se fie pas à ce que les gens disent d'eux-mêmes, c'est-à-dire les régimes disent qu'ils sont laïcs et modernes. Mais là-bas, les gens vérifient tel officier, il est druze, tel officier, il est alawite. C'est important pour savoir qui est quoi. Et finalement, la lutte pour le pouvoir en Syrie à l'époque était caractérisée par une rivalité entre des officiers druzes et des officiers alaouites. C'est important à connaître ça, parce que le problème confessionnel se posait très tôt en Syrie, au moins dans la lutte pour le pouvoir, ce qui n'était pas le cas en Égypte, par exemple, à partir de 1952, avec le coup d'État de Nasser et les officiers libres. C'est-à-dire, en Égypte, il n'y avait pas une minorité chiite qui était positionnée pour la lutte du pouvoir, ou les Coptes, ils n'étaient pas dans cette problématique-là. C'est une majorité sunnite, l'Égypte, et il y a eu un coup d'État, et c'est l'armée qui a pris le pouvoir, et on a combattu et le Parti communiste et les frères musulmans, on les a mis en prison, et c'est le parti unique qui a gouverné, ce qu'on appelle l'Ittihad al-Ishtirak al-Arabi de Nasser. Et cette formule, ça va inspirer les autres régimes arabes qui ont suivi le leadership de Nasser. Peut-être c'est intéressant de constater, déjà depuis cette époque, que la Syrie n'a pas pu rivaliser le leadership arabe à Nasser dès le départ, puisque cette série de coups d'État et la société civile syrienne étaient handicapées par le problème confessionnel, d'une part, et d'autre part, la Syrie était, si vous voulez, prise en sandwich par les visées des régimes hachémites de l'époque. C'est-à-dire, en Irak, il y avait un roi hachémite qui s'appelait Faisal II.
le descendant de Faisal Ier, qui a fait la révolte arabe avec Laurence d'Arabie. Et lui, il a cru les Anglais à l'époque, le grand-père, je veux dire, Faisal Ier. Et donc, il a foncé avec Laurence d'Arabie pour occuper Damas. Il est arrivé avant Al-Lembi, le général Al-Lembi, à Damas. Et il ne savait pas. Et lui, il croyait, comme Laurence d'Arabie lui avait promis au nom du Foreign Office, qu'il va être le roi des Arabes, c'est-à-dire des 22 pays arabes. Et ils n'étaient pas 22 à l'époque. Et il a découvert que non, en secret, la France et la Grande-Bretagne avaient signé ensemble Sykes-Picot pour se partager le gâteau de l'Empire ottoman après le départ des Turcs entre la Syrie et l'Angleterre. Et la Syrie et le Liban, c'était la part du gâteau qui revenait à la France. Et ça, on ne l'avait pas prévenu à Faisal Ier. Lui, il arrive à Damas et il proclame son gouvernement arabe. Le lendemain arrive le général Gouraud, qui lui donne 24 heures pour évacuer les lieux. Et il bombarde Damas avec l'aviation. Alors les Anglais, mal pris avec leur mensonge, ils voulaient le compenser. On l'a mis roi sur l'Irak. C'est ça l'origine. Mais il avait toujours l'œil sur Damas. C'est-à-dire, il a gouverné en Irak avec sa descendance, et il y a toujours eu des visées hachémites, parce que Faisal, c'est le descendant du prophète du côté Hachim. Pour ça qu'on les appelle hachémites. Et son frère, qui était le roi de la Jordanie, hachémite aussi. Le grand-père du roi Hussein de Jordanie. Pour ça qu'on l'appelle la Jordanie hachémite. Et donc, la Syrie était toujours, si on étudie à l'époque les coups d'État qui ont eu lieu, il y en a une partie de ces officiers qui étaient pro-irakiens, pro-hachémites, et d'autres contre les hachémites. Surtout les officiers liés au parti qui avait beaucoup d'influence à l'époque, qu'on appelle le PPS, c'est-à-dire le Parti national socialiste de Antoun Saadi, et qui était dans le projet hachémite de la Grande Syrie aussi. Et c'est pour ça que, avec la montée de Nasser en 1952, et avec le poids de l'Égypte, plus Nasser qui a survécu à l'invasion israélo-franco-britannique de 1956, qu'on appelle la guerre de Suez, qui essayait de déloger Nasser. Et ce n'est pas par ses propres moyens qu'il les a vaincus. C'était à l'époque le début de l'intervention américaine dans la région. Et en même temps, Khrouchtchev est intervenu, il a menacé le Premier ministre britannique. Il lui a envoyé un fameux télégramme pour lui dire que les fusées russes sont dirigées contre Londres s'il ne se retire pas en 24 heures. Et il s'est plié. Donc ils se sont retirés. Ils étaient sur les... c'est-à-dire Nasser était en train de plier bagages. Donc il est sorti comme le héros du monde arabe, Nasser, surtout qu'il venait de nationaliser le canal de Suez et de chasser les Britanniques et les Français du canal de Suez. Donc il avait un prestige énorme dans le monde arabe. Les nouveaux officiers syriens qui ont fait leur coup d'État ont trouvé dans Nasser une planche de salut pour les sauver de l'influence hachémite de l'Irak et de la Jordanie qui le prenaient en tenaille. Donc ils ont invité Nasser en 1958 pour faire une union entre la Syrie et l'Égypte. C'est ce qu'on appelle la République arabe unie. Et de désigner Nasser comme président des deux pays. C'est extraordinaire cette expérience. Et s'est ajouté à cette union le Yémen. On n'en parle pas souvent, mais le Yémen était dans la République arabe unie. Et moi je me rappelle que la moitié du Liban, en 1958,
sont allés à pied à Damas, saluer Nasser et lui demander d'annexer le Liban en même temps que le Liban rentre dans la République arabe unie. J'entends par la moitié du Liban, c'est les musulmans du Liban. Les chrétiens étaient contre. Ils étaient plutôt du côté hachémite avec ce qu'on appelle le pacte de Bagdad. Et c'était Kamil Chamoun qui était au pouvoir à l'époque. Donc, Nasser a joué ce rôle à partir, je dirais, de 1956, avec les deux événements, la nationalisation du canal de Suez et sa victoire, entre guillemets, sur l'Angleterre, la France et Israël. C'est victoire par défaut, c'est les jeux de puissance internationale à l'époque qui ont empêché l'Empire britannique vieillissant de faire la loi dans la région. C'était Eisenhower à l'époque qui tape à la table et dit « Je suis présent, je commence mon influence au Proche-Orient pour hériter l'Empire britannique. » Voilà. Et Nasser, déjà, ça c'est très important à connaître, il a découvert une règle qui va être appliquée à gogo par la suite par Hafiz al-Assad. Je me réfère ici à Hélène Carrère-Dancos, qui est spécialiste en la matière. Elle a un livre qui était très bien, elle qui a prévu l'éclatement de l'Union soviétique. Mais elle a écrit un livre sur la politique soviétique au Proche-Orient, de 1955 à 1975. Elle dit une phrase célèbre, parce que Nasser, à l'époque, il n'était ni communiste, ni pro-Moscou. Il essayait de se rapprocher des Américains, mais les Américains ne voulaient pas comprendre. Il a présenté une demande à la Banque mondiale pour construire le grand barrage d'Aswan, et c'était bloqué à cause des Américains. Alors, un des conseillers de Nasser lui a donné un conseil. Tu veux être écouté à Washington? Il faut aller draguer Moscou. C'est après qu'ils vont te chercher après. Et effectivement, il est allé à Moscou en 1955 et il a fait le premier accord de vente d'armes soviétiques via la Tchécoslovaquie. Pendant qu'il a mis le Parti communiste égyptien en prison. C'est pour dire qu'il n'est pas communiste, lui. Il fait du business. Il a créé ce qu'on appelle le mouvement des pays non alignés, avec Nehru et je ne sais pas qui, et Patrice Lumumba, etc. Donc une troisième voie qui sont ni pour Moscou ni pour Washington. C'est pour améliorer leurs conditions. Et donc, c'était une règle générale que Hafiz Assad a appliquée par la suite, après la mort de Nasser. Que tant qu'il y a un équilibre entre deux coqs au niveau des grandes puissances, il faut jouer sur leurs contradictions pour sauver sa peau. Mais lorsqu'on se retrouve au niveau international devant une seule superpuissance, on est coincé. Depuis la chute de l'Union soviétique, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire on était coincé avec Bush qui faisait la loi, etc. Et l'Europe est loin d'être unifiée pour faire l'équilibre, pour remplacer ce... Bref, Nasser, donc, en gros, a joué le leadership du monde arabe, je dirais, de 1956 jusqu'à sa mort en 1970. C'est très important à savoir. Et il n'était ni communiste, ni frère musulman, parce que les deux étaient en prison chez lui. On a essayé de le tuer, les frères musulmans ont essayé de le tuer. Et ça a donné une formule, lorsqu'on parle d'État moderne, c'est de ça qu'on est en train de parler dans le monde arabe. C'est ce modèle nassérien.
Moderne dans le sens où il a renversé le roi d'Égypte, Farouk, qui lui était pro-britannique et qui est là avec sa génération depuis X temps, depuis Mohammed Ali Bash. C'est le descendant de Mohammed Ali Bash. Et l'Égypte était occupée par les Britanniques depuis 1892. Il les a renversés. Et il a fait la guerre à tout ce qui est monarchie arabe, les traitant de réactionnaires. Il avait l'éloquence dans les discours, les gens attendaient ses discours, et il s'allumait. Il faisait des manifs. Bref, en même temps, il a essayé de proposer un genre de régime qui va inspirer les autres coups d'État qui ont eu lieu sous inspiration de Nasser. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les militaires au pouvoir, donc ça ne blague pas, on est en état de guerre supposément contre Israël, donc on arrête la vie civile et l'état de droit. C'est ça l'illusion des gens qui disent que c'est des États modernes. Il ne faut pas oublier qu'on est toujours sous la loi d'urgence dans les pays arabes, au moins au Mashrek. Les premières révoltes qui ont éclaté à Daraa réclamaient la dignité à Bachar al-Assad et d'arrêter la loi d'urgence. La loi d'urgence, c'est-à-dire qui permet aux services de renseignement syriens de ramasser n'importe qui chez lui à la maison sous prétexte qu'il est agent israélien, alors qu'il n'a rien fait. Il n'y a pas de tribunal ni avocat. Tu disparais. La raison d'État. Voilà, on est dans la raison d'État depuis 1949. Depuis que l'Israël existe. C'est facile ça devient l'arbitraire. Et ça donne à comparer avec les SS, chez les Allemands. Comment ça fonctionnait? Le même principe. C'est-à-dire, on a vidé l'État, l'institution de l'État, de son contenu, et le pouvoir s'est déplacé ailleurs. Sous Hitler, c'était le cas. Vous pouvez tomber sur un général qui n'est pas dans le parti nazi, avec un héros de la première guerre mondiale, mais qui n'a pas de téléphone dans son bureau, parce qu'il est mal vu par le sergent qui, lui, est SS. Et il est là pour le contrôler, et faire un rapport à Himmler. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je dirais, et là, tout à fait dans la logique de Hannah Arendt, dans son analyse du totalitarisme, ces régimes-là qui vont se produire dans la lignée de Nasser, ils ont tous les ingrédients d'un État totalitaire, sauf une chose, c'est que ce n'est pas des sociétés qui fonctionnent au principe de l'individualité. C'est des sociétés qui fonctionnent au principe de la asabiya, selon Ibn Khaldoun, l'esprit de corps. Mais tout le reste, tous les autres ingrédients sont là. C'est-à-dire, Hannah Arendt, comment elle décrit un régime totalitaire? Elle dit, la première condition d'un régime totalitaire, c'est que la société doit être atomisée, individualisée, moderne, super moderne. L'Allemagne, c'était super moderne. Donc, il n'y a plus d'esprit de corps dans la société civile. Il n'y a pas des gens, des Bourbons, là, et de je ne sais pas qui, là. C'est fini, tout ça. Une société industrialisée jusqu'au bout. C'est ce qui permet que cette atomisation transforme la masse, la majorité silencieuse qui ne va pas voter, en un troupeau, facile à manipuler par l'idéologie, disait Hannah Arendt. Et plus l'idéologie
répand des mensonges, des grands mensonges, plus ça marche. Deuxième élément de ces ingrédients du totalitarisme, c'est justement le parti unique. Hitler aussi, il a créé un ennemi fictif qui s'appelle le juif, et au nom de ça, il a ramassé tout le monde pour les envoyer dans les camps de concentration. Les communistes avant les juifs. Après l'incendie du Reichstag, il a ramassé tout le monde. Alors que ce n'est pas eux qui ont brûlé c'était un fou hollandais qui a fait le coup. Et pareil pour ces régimes arabes. Ils ont créé un ennemi qui s'appelle Israël. Ils sont en guerre contre Israël. Par exemple, Bachar al-Assad, il est en guerre contre Israël depuis 1973. La dernière cartouche que la Syrie a tirée sur Israël, c'est 1973. Mais au nom de ça, tout le monde est en prison. C'est pas permis de tirer sur Israël une cartouche depuis 1973. Alors qu'il créait des milices au Liban pour attaquer Israël et avoir le prix auprès des Américains. Pour dire, moi, j'ai créé ça, si vous voulez que j'arrête, voilà ma facture. C'est astucieux, ça. Donc, il y a un ennemi fictif. J'appelle ça fictif. Et donc, troisième élément, c'est le rôle de la police politique, ou les SS, la police secrète. C'est exactement le service de renseignement et syrien et irakien. C'est pareil, le même modèle. On a copié ça chez Nasser, à l'origine. Le seul élément qui cloche dans cette analyse, c'est pour ça que j'appelle ces régimes semi-totalitaires, c'est parce que la société civile n'est pas individualisée. Et c'est peut-être une garantie. C'est-à-dire, les communautés confessionnelles sont toujours là et qui contestent. C'est pour ça que ça prend actuellement l'aspect d'un conflit de communautés confessionnelles, sunnites contre chiites, ou chiites contre sunnites, etc. Ce n'est pas les partis laïcs là, qui se battent. Les partis laïcs, c'est 200 personnes là, qui se voient entre eux, qui sont mariés à des Françaises et qui mangent du camembert et qui se plaignent. C'est tout. Ce n'est pas eux qui font la révolution. Malheureusement. Par exemple, en Iran, il y avait un parti communiste laïque et tout, là, qui a lu bien Marx et Toudé, il s'appelait, et qui est là depuis 1919. Si vous voulez convoquer à une manif à Téhéran, il rassemblait 300 personnes. Depuis 70 ans de lutte. Khomeini, qui envoyait une cassette en Iran avec sa voix, il y a 2 millions de personnes qui descendaient dans la rue. Il faut expliquer ce phénomène. Ça s'explique par le fait que ces sociétés fonctionnent par principe communautaire et non pas atomisation et individualisation. C'est très important. Donc, ce régime nassérien a inspiré d'autres. Par exemple, a commencé en 1958, lorsque Nasser a fait l'union avec la Syrie et le Yémen était dans la poche, il est devenu un grand joueur sur l'échiquier. Les Britanniques ont mobilisé leurs pions. Et alors, le roi de l'Irak à l'époque, Faisal II, qui était très jeune, a donné l'ordre à l'armée d'intervenir dans un conflit qui a éclaté au Liban en 1958. C'est-à-dire Camille Chamoun, président de la République. Son mandat a expiré en 1958 et la Constitution lui interdisait de renouveler son mandat. Et lui, il insistait, il voulait renouveler. Et s'appuyant sur le pacte de Bagdad et l'Angleterre.
Et donc, il était anachronique dans ses alliances. Il ne s'est pas aperçu que l'Empire britannique est agonisant. Ça a créé une guerre civile au Liban en 1958. Une vraie guerre en 1958. Donc, il a demandé l'aide du pacte de Bagdad. Le roi Faisal de l'Irak a donné l'ordre à son armée d'aller à Beyrouth, sauver Camille Chamoun, son allié. Le chef de l'armée à l'époque, au lieu d'aller à Beyrouth, il est allé au palais royal, il a renversé le roi, et il a liquidé la classe, la famille royale, Faisal et compagnie. Il s'appelait Abd el-Karim Qasim, en 1958. Et il a instauré un régime nassérien, parti unique, défendu aux communistes de boucher, ils sont en prison, etc. Le même scénario. Ça, c'est l'Irak. Le Yémen, qui faisait déjà partie de la République arabe unie, et l'Égypte à l'époque a envoyé des délégations pour résoudre le problème agraire au Yémen et tout, coopération. Et ils ont infiltré l'armée pour renverser l'imam Yahya, qui était là depuis une éternité, là, protégé de la Grande-Bretagne également. D'ailleurs, Aden, à l'époque, s'appelait protectorat de Aden, protectorat britannique. Donc, celui qui a renversé l'imam Yahya s'appelle Sallal, le général Sallal, qui était appuyé par Nasser. Et donc, ça a fait bouger l'Arabie Saoudite à l'époque, parce que c'est pas nouveau. L'Arabie Saoudite à l'époque considérait que le Yémen, c'est son espace vital. Ils sont intervenus contre l'armée égyptienne. Et il y a eu une guerre qui a duré 8 ans, de 62 jusqu'à 70, jusqu'à la mort de Nasser. Et ça a fini par un compromis qui a amené au pouvoir ce qu'on appelle le mouvement nationaliste arabe, une version nassérienne, dont un des descendants, Ali Saleh, actuellement, qui a fait appel à l'Iran pour revenir au pouvoir. Il s'est allié avec les Houssites. Et il a ramassé, pendant qu'il était président, pendant 30 ans, 60 milliards de dollars dans sa poche. C'est plus grand sa poche que la caisse du Yémen. En même temps, Nasser s'est mêlé aussi des affaires un peu loin. C'est une des causes de la guerre de Suez, peut-être. Il a hébergé en 1954 ce qu'on appelle le noyau du FNL algérien. Vous savez qu'en 1954, c'est au Caire que le FNL ont déclaré la lutte armée, protégée par Nasser. Ce n'était pas fait pour plaire à la France, à l'époque. Et les Algériens, une fois qu'ils ont gagné et se sont installés au pouvoir, le genre d'État qu'ils ont construit, on peut dire que c'est le modèle nassérien. L'armée au pouvoir, services secrets, etc. Et Bouteflika, qui est maintenant à son 4e mandat, je ne sais pas, il a 100 ans déjà ou pas encore. C'est parce qu'on s'il est en vie ou pas. Voilà. La Libye, Kadhafi, 70, il s'est excité, lui, en 70. Il était colonel dans l'armée, il a vu que tout le monde renverse son roi, et il a fait pareil, lui, il a renversé son Idrissi à l'époque, et il a pris ça. Mais il a le mérite, lui, c'est-à-dire, il est modeste, il a gardé pendant 30 ans de pouvoir le grade de colonel. Il n'est jamais devenu général, par exemple. Et son idole, c'était Nasser. Il marchait comme lui, etc. C'était une caricature de Nasser. Bref. Et donc, la configuration, ce que je suis en train de dire, et à retenir
de tout ça, on était obligé de raconter un peu d'histoire, mais vous voyez très bien que ce n'est pas de l'historiographie. On essaye de tirer de cette histoire des leçons théoriques sur la nature de ces régimes, comment ça fonctionne essentiellement. Et c'est ça qui a créé l'ambiguïté pendant 50 ans en Occident, que ce sont des régimes qu'on a qualifiés de laïques, de modernes, entre guillemets, et que c'est préférable aux monarchies moyenâgeuses. Je ne suis pas en train de défendre les roitelets, là, ni de l'Arabie Saoudite, ni du Maroc. Ce n'est pas mon affaire, là. Mais je dis que si c'est la modernité là, dont on parle, ben, le nazisme était moderne aussi. Très moderne. D'après Hannah Arendt, le nazisme, c'est le summum de notre modernité, si vous voulez. Et donc, ces régimes-là cachent par un discours par rapport à l'Occident, laïque et moderne, leur nature. D'une part, leur nature semi-totalitaire et leur nature confessionnelle. C'est simple. C'est-à-dire, en Irak, du temps de Saddam Hussein, c'est supposé être le parti Baas qui est au pouvoir. Le parti Baas, qui était au pouvoir, qui est au pouvoir, en principe, en Syrie aussi. Parce que celui qui a inventé le parti Baas est un chrétien syrien qui s'appelle Michel Aflaq. Et à la fin de sa vie, Michel Aflaq habitait en Irak. Il était défendu de sortir de l'Irak et interdit de rentrer en Syrie. C'est dire à quel point le parti Baas gouverne. Ceux qui gouvernent, c'est des officiers, là. En Irak, c'était l'officier Saddam Hussein, d'origine sunnite, qui gouvernait une majorité chiite. En Irak, c'est 65% de la population qui sont chiites, qui était gouvernée par Saddam Hussein, qui est sunnite, qui venait de Takrit, du village de Salah ad-Din. En Syrie, c'est le contraire. C'est une majorité sunnite de 90% de la population, gouvernée depuis 50 ans entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, par une minorité alaouite de 8%. Et ça, on ne le dit pas aux touristes là, ou aux correspondants du Monde qui visitent Damas. On va présenter le régime comme étant le régime laïque et qui protège les minorités dans la région, qui pleure pour les chrétiens, etc. Et c'est le même régime qui envoie des voitures piégées à droite et à gauche. On va voir comment ça fonctionne. Exactement. Comme lorsque Hitler voulait attaquer la Tchécoslovaquie, il se plaignait que les Tchèques ont tiré sur l'armée allemande. Il s'est avéré qu'il a mis des soldats allemands de l'autre côté pour tirer sur des Allemands. On connaît le jeu. À titre d'exemple, ce qu'on appelle l'État islamique actuellement. On en parle beaucoup, mais personne ne nous explique exactement d'où est-ce que ça sort, cette affaire. Il y a sur YouTube, vous pouvez aller vérifier. Au début, lorsque encore l'armée américaine était en Irak, il y a eu des déplacés irakiens autour de 1,5 million qui ont pris la fuite de la guerre de l'Irak, à majorité sunnite, et qui sont venus à Damas, comme maintenant les réfugiés syriens qui vont ailleurs. Bon, à l'époque, les chiites applaudissaient l'armée américaine. Ce n'est pas eux qui ont fait la résistance contre l'armée américaine, c'était les sunnites. Puisque Bush a dit aux gens là-bas, il voulait appliquer la démocratie, allez voter. Ben, s'il avait lu un guide bleu sur l'Irak, il aurait pu savoir que c'est les chiites qui vont l'emporter. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Donc malgré lui, ou consciemment, je ne sais pas, il a fabriqué une république chiite en bonne et due forme,
Et il a fait cadeau de ça à l'Iran, son ennemi. C'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir, les chiites. Pendant que les sunnites ont boycotté les élections. Ils étaient occupés à organiser la résistance contre l'armée de Bush. Bon. Bachar al-Assad, à l'époque, avait peur que Bush ne prenne une décision de continuer d'envoyer son armée jusqu'à Damas, c'est à quelques kilomètres là, et de le renverser. Et il veut se rendre utile aux Américains. Il va leur dire, il y a du terrorisme à Bagdad, et moi, je peux participer à combattre le terrorisme. Et qui a créé le terrorisme? C'est-à-dire, il avait un officier, Mohamed Nassif, il s'appelait, il est mort là, récemment. Sa spécialité, c'était d'encadrer parmi les déplacés irakiens sunnites, quelques-uns qui savent se battre. Ils envoyaient avec eux des voitures piégées à Bagdad. Ça éclatait, faisait plein de morts, et les Américains téléphonaient aux Syriens pour leur demander de contrôler la frontière entre la Syrie et l'Irak. À la tête de ces gens-là qui prenaient des voitures piégées se trouve le fameux actuellement califé qui est à la tête de l'État islamique. Il était affilié dès cette époque au service de renseignement syrien. Jusqu'au point où le Malki, à l'époque, le premier ministre irakien, à la télévision, accusait nommément le régime syrien d'envoyer des voitures piégées. Et il menaçait de faire pareil, lui. C'est intéressant. Et si on connaît la nature de ce régime, comment il fonctionne, on ne sera pas dupe de dire ah, c'est laïque, là. Comme mon collègue à midi qui me disait, c'est un. Après la discussion s'est tournée, mais est-ce que ça se peut, j'ai entendu dire ou lire dans le monde que le chiisme, quand même, c'est plus tolérant que le sunnisme. Je dis, là, on parle religion, on parle de terrorisme chiite et terrorisme sunnite. C'est deux choses différentes, là. Puisque Obama a décidé qu'entre terrorisme sunnite et terrorisme chiite, le terrorisme chiite est plus gentil. Donc, il fait alliance avec le terrorisme chiite. Mais ça n'a rien à voir avec la religion. Tu me dis, par exemple, que chez les chiites, on permet à la femme le concubinage, par exemple. Ça, c'est un aspect qui... On joue sur cet aspect, comme quoi c'est plus progressiste. Et ça n'empêche que Hezbollah est accusé d'être terroriste pour avoir tué tel ou tel ou tel. Entre autres, le premier ministre libanais, Rafi al-Hariri. Le tribunal international est toujours réuni pour ça. Et donc, ce tour d'horizon est indispensable pour dire que, au moins dans les années 50, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout après la création de l'État d'Israël, il y a eu une nouvelle reconfiguration des régimes arabes, dans le sens où il y a eu un nouveau modèle qui est créé et qui se dit moderne, entre guillemets, et c'est le modèle nassérien, et qui se reproduit dans plusieurs pays arabes que j'ai nommés. L'Irak, la Libye, le Yémen, la Syrie, etc. Et c'est exactement ce modèle-là qui est visé actuellement par le printemps arabe. C'est-à-dire, si on relie les événements, comment ça a commencé, mis à part que le déclencheur c'était la Tunisie, on est bien d'accord, donc qui n'est pas dans le modèle nassérien, mais ça a eu un impact après, parce que si le printemps arabe s'était limité à la Tunisie, ça n'aurait pas eu l'effet que ça a eu dans le monde arabe. Ça a commencé à avoir de l'effet lorsque ça a touché l'Égypte comme État pôle. Et le renversement de Moubarak
C'est là où le monde commence à basculer. Et d'autant plus, ça a touché un autre État-pôle qui s'appelle la Syrie, qui est installé là avec la caution des forces occidentales depuis 50 ans, entre le père et le fils. Je donne un exemple. Hafiz al-Assad est mort en 2000. Avant de mourir, il a décidé de léguer le pouvoir à son fils. Ça, c'est une habitude arabe. Et ils te disent, mais on n'est pas les seuls. Voilà, les Bush père et Bush fils. Ça se passe dans les meilleures des sociétés, quoi. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé, c'est une démocratie héréditaire. Sauf qu'il y a une constitution en Syrie qu'on montre aux touristes, comme quoi la constitution dit que le candidat à la présidence doit avoir 40 ans. Bachar al-Assad, à l'époque, il avait 34. Ça ne marche pas. Alors, il a décidé de changer la constitution. Ça se fait, là. Il convoque ses officiers et ils font la combine, comme quoi il faut changer la constitution à la mesure de Bachar. C'est-à-dire, on a précisé que 34 ans, exactement, ça peut aller. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ont disparu, comme d'habitude. Des agents israéliens, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Et bien, à la passation de pouvoir, un pays comme l'Amérique, par exemple, les États-Unis, qui gueulent là, lorsqu'ils vont en Chine sur les droits de l'homme. Même Harper, la dernière fois, il essayait de faire le brave là, par rapport aux Chinois, de leur rappeler qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme et les choses constitutionnelles. En Syrie, ils ne disent pas un mot. Il a envoyé le président américain, Albright, sa ministre des Affaires étrangères à l'époque, assister officiellement au cocktail donné à la passation du pouvoir du père au fils. C'est quoi ça? Donc, ils vont dire que la Syrie, c'est le fer de lance de la lutte anti-impérialiste dans la région et la résistance, je ne sais pas quoi. Non. Et là, peut-être, je clôt la période nassérienne pour annoncer la prochaine série de conférences. Nasser, il a perdu la guerre de 67. Ça, c'est un autre événement, un tournant aussi. Ce qu'on appelle la guerre de 6 jours. On a beaucoup écrit sur cette période parce qu'on situe à cette date la fin du nasserisme. À mon avis, on n'est jamais sorti du nasserisme jusqu'à maintenant, là. C'était provisoire, 67, parce qu'en 67, il était honnête, le gars. Il est sorti à la télé pour dire « j'assume toutes les responsabilités et donc je présente ma démission ». Et il y a des millions d'Égyptiens qui sont descendus dans la rue pour dire « non, tu restes ». Spontanément, là, personne ne les a invités, là. Ça, c'est bien décrit dans le film de Youssef Chahine, L'Asfour, l'oiseau. C'est magnifique. Il a représenté la scène. Il y a une femme qui s'appelle Bahia, qui représente l'Égypte, Bahia. Et qui dit dans le film, moi, Bahia, je dis non. Et elle descend dans la rue et des millions de personnes qui la suivent. Et on met la chanson de Cheikh Imam. Masr yamma ya Bahia, yammi tarha ou gallabiya. Cheikh Imam, c'est un chanteur politique égyptien, aveugle, un cheikh religieux. Et toujours, il a chanté contre le régime de Sadat et tout. Et on le mettait en prison. Alors,
Il a chanté à Nixon lorsqu'il a visité l'Égypte. Il a chanté à Valéry Giscard d'Estaing. Alors, il a fini par avoir une stratégie par rapport à la police. Lorsqu'il a une nouvelle chanson, il l'a envoyée à la police et il se met en prison tout de suite, là. A priori, là. Et donc, c'était sur fond de Cheikh Imam qu'on représente cette manif qui a demandé à Nasser de rester. Et ça, c'est aberrant. C'est-à-dire, ça ne se passe pas dans d'autres pays du monde. Il faut que ça se passe dans le monde arabe. Quelqu'un qui perd la guerre. Et toute la nation arabe était derrière lui. Et puis, en 3 heures, l'aviation israélienne a détruit toute son aviation sur les aéroports avant de se voler. Et donc, il a accusé à l'époque les Russes de lui avoir donné les mauvaises armes. Ce qui a obligé les Russes à envoyer des experts en Égypte et de lui faire les guerres d'usure avec Israël pour lui dire voilà comment on descend les avions israéliens. C'est vous qui ne savez pas tirer. C'est pas la faute des armes. Et ça a duré, cette guerre d'usure, de 68 jusqu'à la mort de Nasser en 70. 70 est un grand tournant qui nous donne la clé de comment classer sur l'échiquier international ces régimes, qui est qui et qui travaille chez qui, pour ne pas se faire des illusions. Lorsque j'entends par exemple actuellement que le régime syrien, c'est lui le soutien de la résistance et tout, c'est une blague ça, c'est pas vrai. En 70, si on prend les 2 régimes clés, l'Égypte et la Syrie, il y a eu une lutte pour le pouvoir. Qui va succéder à Nasser? En Égypte, il y a eu une lutte entre 2 cliques. La clique pro-soviétique, représentée par Ali Sabri, et la clique pro-américaine, représentée par Sadat. Et celle qui a gagné, c'est la clique pro-américaine en 70. Et c'est comme ça que Sadat s'est trouvé au pouvoir. Donc l'Égypte, les pays clés du Proche-Orient, est tombé entre les mains des Américains depuis 70. La guerre de 73, comme l'a dit Sadat lui-même, c'était une guerre de tahrik, c'est-à-dire de basculer, de forcer les Israéliens à venir négocier dans des meilleures conditions et de montrer que les Arabes peuvent se battre sans laisser leurs chaussures dans le désert, comme on les a présentés en 67. En Syrie, la même lutte pour le pouvoir a eu lieu. Il y a eu une lutte entre 2 cliques, pro-soviétiques et pro-américaines. La clique soviétique était représentée par l'homme fort de la Syrie à l'époque, qui s'appelait Salah Jdid, très connu, alawite aussi. Et une clique pro-américaine représentée par Hafiz Assad, qui était ministre de la Défense. C'est connu. Entre-temps, en 70, le roi Hussein a fait le massacre de Septembre Noir en Jordanie pour liquider la résistance palestinienne et résoudre le problème de la dualité du pouvoir entre lui et les Palestiniens, de l'OLP, de Arafat. La Syrie, à l'époque de Salah Jdid, sont excités. Ils sont pour la Palestine et contre le roi de Jordanie. Salah Jdid donne l'ordre à son ministre de la Défense de se diriger en Jordanie pour soutenir l'OLP de Arafat contre le roi jordanien. Pareil comme en 1958 avec Abdelkarim Qassim. Au lieu d'aller en Jordanie, il est allé au palais présidentiel, il l'a mis en prison, il ne l'a pas tué. Salah Jdid et le président de la République à l'époque, l'Atassi, qui sont restés en prison jusqu'à la mort de Hafiz Assad en 2000.
sans procès, sans avocat. Et c'était avec l'approbation, à l'époque, de l'ambassadeur américain. Et on vient me dire que le régime syrien est progressiste. À mon œil. Et depuis 1970, ils sont pris en charge. Et les deux pôles du monde, au moins le Mashrek, étaient devenus pro-américains, où ils ont basculé dans le camp pro-américain. La résistance palestinienne a été liquidée en Jordanie. Les rescapés sont venus s'installer au Liban avec leur état-major, avec tous les problèmes que ça a créés. C'est une des causes de la guerre civile au Liban. En 1970, il y a le Parti communiste irakien qui a été liquidé, un parti de masse, par le régime bassiste. Le Parti communiste soudanais a été liquidé également. Et qu'est-ce qui reste en dehors de l'Amérique? L'Arabie saoudite et les pays du Golfe sont déjà dans la poche des Américains depuis les années 30. Voilà, en gros. Et donc, c'était crucial, cette période après Nasser. Et après Nasser, même si tout le monde était sur le terrain des Américains, il va y avoir une nouvelle lutte qui s'engage entre ces pays ou ces États-pôles pour savoir qui est l'héritier de Nasser, qui a le leadership du monde arabe. Et ça, c'est ce qui va nous donner la clé de toute la personnalité, d'une part, de Hafiz Assad et comment il a pu jouer au leadership du monde arabe. À un moment donné, il occupait le Liban, et il avait la carte palestinienne dans sa poche, et il était approuvé et soutenu par les Américains, c'est-à-dire son entrée au Liban, c'était les Américains qui l'ont cautionné. Ils ont donné le Liban en sous-traitance à Hafiz Assad, parce qu'ils ont essayé eux-mêmes de gérer la guerre civile au Liban. Ils ont envoyé leur flotte, malheureusement, et il y a eu une opération suicidaire. En une nuit, les Marines ont perdu 280 personnes avec un camion piégé. Et ils ont compris que ça, c'est organisé par la Syrie. Donc, ils ont dit aux Syriens, gérez le Liban avec notre appui.